Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Charlie est une jeune femme de 19 ans qui habite Montréal. Féministe et passionnée de sexologie, elle mesure aujourd'hui combien il a été difficile pour elle de se trouver et de s'accepter dans une société qui multiplie les injonctions. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie. D'accord. Alors on va attaquer directement avec le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui, je me rappelle très bien de ma première fois. Je pense qu'il faut mettre un contexte avant de raconter ce qui s'est réellement passé. J'ai toujours eu un rapport très libéré avec mon corps et avec la sexualité en général. Et j'ai très tôt et très rapidement su comment me donner du plaisir personnellement. La masturbation consciente, tu la mesures vers quel âge? Consciente, je dirais vers 13 ans, mais inconsciente beaucoup plus tôt. C'est que j'ai vraiment très jeune... Ça me fait rire parce que j'en parle avec beaucoup d'amis et j'entends dans beaucoup de podcasts des filles qui parlent d'expériences sexuelles qu'elles ont eues avec des cousines, avec des amis quand elles étaient petites. C'était des relations qui étaient très naturelles et sans questionnement. Et moi, j'ai vraiment eu ça très tôt. Mais consciente, oui, ça a été un peu plus tard, mais vers mes 14 ans à peu près, j'ai commencé à découvrir personnellement, à regarder du porno, malheureusement, avec du recul. Et vraiment rapidement savoir comment avoir un orgasme très vite, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Mais ça s'est un peu compliqué quand j'ai eu mes premières fois avec des garçons en particulier. Pour mettre dans le contexte, j'ai eu mon premier copain quand j'étais relation sérieuse, qui pouvait amener à des relations sexuelles, quand j'étais en seconde, donc j'avais 14 ans, 15 ans. Et c'était une relation qui était un peu toxique et j'étais pas tellement à l'aise avec lui. Et c'était assez paradoxal parce que j'avais envie de découvrir la sexualité, j'étais pleine de frustration parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce côté-là, pas que avec moi mais avec une autre personne, mais en même temps, j'étais pas prête à le faire avec lui. Donc je l'ai fait attendre un certain moment. On a fini par faire des préliminaires au bout de 3-4 mois et je l'ai fait attendre pendant 6 mois après pour se lancer plus directement dans le sexe avec pénétration et tout ce qui va avec. Et ma première fois, c'était pas très glorieux. En fait, c'est pas un garçon qui était méchant ou qui me voulait du mal ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste qu'il était très maladroit, pas du tout dans la communication. Et notre première fois, c'était vraiment laborieux. J'ai eu mal et il s'en foutait un peu et il est juste allé fumer sa clope après et il s'est endormi. Donc, j'ai 14 ans, je reçois toutes ces informations. Je réalise pas trop sur le moment à quel point c'est toxique, mais je suis très mal et ça reflète pas du tout ce que j'attendais de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Surtout que tu avais déjà une sexualité toute seule et que tu avais du plaisir. Ouais. Et donc là, j'ai mal et ça se passe pas du tout bien. Donc c'est un peu chaotique au début et ça a duré pendant 1 an et demi comme ça. Donc après, il y avait plus de trucs, on communiquait un peu plus, mais ça restait du cul qui était très classique. Absolument pas de découverte et surtout j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps et donc pas du tout à l'aise quand on faisait l'amour parce que j'intellectualisais énormément le sexe et je me posais beaucoup trop de questions et en fait je profitais pas du tout du moment présent. C'est que j'étais complètement ailleurs, je pensais à 1000 trucs sauf à ça. Donc c'était pas très cool. Cette première fois, tu me dis que tu l'as fait patienter pendant des mois. Est-ce que cette première fois, elle a été du coup planifiée? Est-ce que tu lui as dit, à telle date, on y va? Non, mais à chaque fois qu'on dormait ensemble, il me demandait... Et je ressentais une sorte de pression, parce que il me demandait dès qu'on dormait ensemble, dès qu'on se voyait. Et en fait, ce qui est vraiment triste, c'est que je pense qu'il se rendait pas compte à quel point ça pouvait mettre la pression. Mais moi... Personnellement, je m'en rendais pas forcément compte non plus. C'est vraiment avec du recul que j'ai pris conscience de tout ça, mais sur le moment, il me l'a pas demandé. Je lui ai juste dit, ok, cette fois-ci, je suis prête à le faire. Il était super content. Au final, ça s'est mal passé, mais c'était pas planifié. Mais à chaque fois qu'on dormait ensemble, par exemple, si on se voyait le soir à 20h, à partir de 14h, je commençais à m'épiler,
prendre ma douche, je m'épilais quasiment intégralement et je faisais tous ces rituels-là sans me poser aucune question. C'était mécanique, c'est ce que je pensais qui était normal et c'était inacceptable pour moi d'avoir des poils et tout ce qui va avec. Et ça me rend dingue maintenant quand j'y repense parce que je rendais ça hyper toxique et la baisse est censée être juste un moment de plaisir et un moment où on profite et c'était rien de tout ça. Tu te préparais à chaque fois à cette première fois qui n'avait donc pas lieu à chaque fois? C'était une sorte de pression que tu te mettais aussi toute seule là-dessus, liée à ce que t'avais vu du porno, liée à ce que t'entendais à l'extérieur? Le porno, pas tellement, parce que j'ai toujours eu un recul sur ça. C'était plutôt les personnes que je fréquentais et tout ce que j'entendais. C'était des relations qui étaient assez toxiques à cette période-là. Et je me préparais pas forcément pour cette première fois, parce que cette première fois-là, je l'appréhendais pas énormément non plus. C'était juste, par exemple, même si je savais que on n'allait pas aller plus loin que des préliminaires, dans tous les cas, il fallait que je m'épile. Et il fallait que j'ai une préparation avant. Que ton hygiène soit nickel, que tu sentes bon partout. Est-ce que tu t'es sentie différente après cette première fois douloureuse? Le lendemain matin, j'ai vu une psychologue, je voyais beaucoup une psychologue à ce moment-là, et j'avais un rendez-vous avec elle le lendemain matin. Donc ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai pu en parler avec elle, même si c'était un peu délicat. Je me rendais pas compte complètement à ce moment-là que ça avait été laborieux. Je savais que c'était pas normal, qu'il y avait un truc qui clochait, parce que j'ai quand même toujours eu ce rapport, comme on l'a dit avant, très simple, très naturel avec mon corps, et ça répondait absolument pas aux attentes que j'avais eues. Et j'étais quand même très informée déjà à ce moment-là. Je savais comment ça devait se passer, je savais ce qui était toxique et ce qui ne l'était pas, et je savais vraiment qu'il y avait un problème. Donc le fait d'en parler avec elle le lendemain, ça m'a encore plus fait me rendre compte que c'était pas normal, qu'il fallait que j'en discute avec lui. Mais en fait, le problème, c'est juste que c'était notre relation qui était toxique. Le problème venait absolument pas de moi. Et la seule solution, au final, c'était de le laisser et d'arrêter cette relation, sauf que ça a pris du temps et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais j'étais vraiment mal par rapport à ce qui s'était passé la veille. Donc t'avais conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quelle a été ton attitude par rapport à ça? Du coup, t'en as parlé avec une adulte. Est-ce que tu t'es dit, du coup, le sexe, a priori à deux, c'est censé être bien, mais là, c'est pas bien? Est-ce que tu t'es dit, on se remet en selle très vite, on essaye de faire mieux? Est-ce que t'as essayé des choses après? Essayer des choses, c'est-à-dire? Je sais pas, de différents types de préliminaires, différents, plus de temps peut-être, je sais pas. Ou essayer d'imposer des choses pour qu'ils comprennent que il y a des choses à faire? Oui et non. Il y a eu quelques fois où, quand même, je prenais du plaisir. Même si j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais quand même assez à l'aise avec lui. C'était vraiment pas quelqu'un de méchant. Donc ça allait. Mais parce que ça restait quelqu'un de très classique. Et moi non plus, à ce moment-là, j'avais pas suffisamment confiance en moi pour proposer des choses. Et comme j'étais en permanence dans la remise en question de ce que je faisais déjà, qui était très classique, entre guillemets, je proposais rien de plus extravagant, quoi, qui sortait un peu... du schéma classique de la fellation, missionnaire, éjaculation. Exactement. Mais non, en fait, on est restés ensemble presque 1 an et demi, donc ça me paraît un peu fou maintenant quand j'y pense, peut-être rester vraiment dans ce schéma-là pendant 1 an et demi. Mais comme à côté, encore une fois, j'étais bien avec moi-même, ça comblait un peu le truc, et j'avais quand même de l'attirance pour lui. Et oui, il y a des fois où ça a été assez bien, mais ça restait très classique et ça restait que... on restait vraiment dans le schéma et on poussait pas plus loin. Donc moins agréable que quand t'étais toute seule, en fait. Ouais. T'as continué à te masturber en parallèle? Oui. En fait, c'était pas moins agréable, c'était différent. C'est juste que... il y a toujours ce côté du... c'est agréable de partager ça avec quelqu'un d'autre. Ça reste important et nécessaire de se faire du plaisir seul, même quand on est avec quelqu'un. Mais... ça reste cool d'avoir ce côté de toucher avec quelqu'un d'autre, tout ce qui va avec. Et donc ça, oui, je l'avais, mais je sais plus tellement. Je pense que oui, je continuais à me masturber à ce moment-là, même quand j'étais avec lui. On était souvent à distance, donc oui. Mais j'ai jamais arrêté, même dans toutes mes relations, toxiques ou pas, nocives ou pas, j'ai toujours continué de me faire plaisir et j'ai toujours, c'est très contradictoire, mais j'ai toujours été vraiment à l'écoute de moi
à mon corps et à ce que je ressentais. Et j'ai testé beaucoup de choses personnellement tôt. Et ouais, c'était vraiment hyper paradoxal parce que avec les garçons avec qui j'étais, c'était absolument pas le cas. Est-ce que, à partir du moment où il y a une deuxième personne qui est rentrée dans ta vie sexuelle, tu as commencé à avoir des relations avec une personne, est-ce que ça a changé ta façon de te masturber? Est-ce que tes fantasmes ont changé? Est-ce que t'as physiquement te toucher, ça a changé? Non, je suis vraiment restée dans comme j'ai très vite su ce qui me faisait fantasmer, ce que j'aimais, je suis vraiment restée là-dedans et j'étais sûre de ça. J'étais sûre de pas beaucoup de choses, mais ça, j'en étais sûre. Donc je me fixais sur ça. Quand tu dis que tu as essayé très tôt des choses avec toi-même, de quelles choses tu parles en particulier? Est-ce que dans ta masturbation, par exemple, il y avait de la pénétration? Oui et non. Je sais, par exemple, ça a été la révolution pendant mes années de collège, comme beaucoup de filles d'ailleurs, le pommeau de douche, le classique. Ça, c'est hyper drôle parce que je l'ai découvert avec une amie quand on avait genre 12 ans, et ça a été un peu mon meilleur pote pendant tout le collège. Mais sinon, non, c'était assez classique. Comme je savais, en fait, ça allait très vite. Je réussissais à avoir des orgasmes hyper facilement. Ça me rend triste d'ailleurs parce que je me rappelle pas de mon premier orgasme, mais ça allait très vite. Donc, je sais qu'il y a eu un moment où je regardais beaucoup de porno, mais c'est l'année, c'était pendant ma 4e, je pense, cette année-là où j'ai vraiment découvert tout ce monde sexuel. J'en regardais beaucoup, j'en regardais quasiment un par jour et en fait, je suis contente parce que ça m'a pas tellement influencée. Je savais même à ce moment-là que c'était pas représentatif de la réalité, mais d'un certain côté ça m'a influencée dans le sens où l'image que je voyais, c'était des filles qui étaient épilées, qui se ressemblaient toutes, avec des corps qui étaient tous identiques, et des filles qui prenaient pas tant de plaisir que ça. Je pense que je l'utilisais plus comme outil pour avoir un orgasme rapidement que comme exemple, mais inconsciemment sur moi et sur énormément de jeunes ça joue, et ça nous influence dans nos rapports sexuels, et ça c'est pas cool. On va parler du contexte aussi, parce que du coup, donc t'as fait ton chemin toute seule avec ton corps, tes désirs, tes fantasmes. Comment ta famille, c'est quoi l'éducation que t'as reçue dans ta famille par rapport au sexe en général? Donc j'ai grandi dans une famille très ouverte d'esprit, où ça a jamais été un tabou de parler de ça. Donc très tôt, mes parents m'ont dit de me protéger, d'utiliser des capotes, mais ça restait plus au niveau de la sécurité et des risques que ça peut amener, et pas au niveau de mon rapport à mon corps et tout ce qui va avec. Donc j'ai une grande sœur aussi, on est beaucoup de femmes dans ma famille, et donc c'était vraiment très libéré. Mais donc oui, j'ai pas eu je pense qu'avec du recul ça aurait vraiment été important, en dehors de la psy que je voyais à ce moment-là, d'avoir un modèle et quelqu'un avec qui parler dans mon cercle vraiment fermé de ça, pour que je me rende compte à quel point c'était pas normal ce que je vivais, et à quel point j'étais pas bien, à quel point j'intellectualisais beaucoup trop, parce que donc ça restait ouvert. J'ai jamais eu de tabou avec mes parents ou ma famille, mais on n'en parlait pas non plus tant que ça. Et à ce moment-là, j'avais pas tellement d'amis avec qui j'en parlais, on parlait pas trop de ces choses-là. À l'école, c'était collège, lycée, c'était les garçons regardent du porno et se masturbent et le disent à tout le monde, et les filles c'est encore très tabou, on n'en parle pas. J'ai des souvenirs de sorties d'école où il y avait plein de filles qui niaient le fait de se doiter encore à 15 ans, 16 ans, 17 ans, alors que moi je savais qu'elles le faisaient, et il y avait tout un tabou autour de ça, et moi ça me rendait folle parce que je rentrais dans le moule, j'osais pas non plus le dire, mais je me suis quand même très vite rendu compte que c'était pas normal, et qu'il fallait que je change ça, qu'il fallait que j'en parle avec mes amis qui osaient pas forcément le dire, que c'était normal, et j'ai énormément d'amis qui avaient des parents avec qui elles parlaient pas du tout de ça, ou même leurs frères et sœurs, et donc j'ai très vite, plus tard un peu quand même, ressenti le besoin de, comme je parlais pas tellement de ça avec mes parents, d'en parler avec mes amis, d'en parler avec des gens que je connaissais assez bien, parce que c'est super important, et parce que les filles surtout le font pas assez. Et ouais, ça me rendait dingue de voir toutes mes amies qui encore à 17-18 ans osaient pas se masturber, avaient jamais eu d'orgasme, connaissaient pas du tout leur corps, attendaient d'avoir des relations sexuelles avec un mec pour connaître leur corps, alors que c'est hyper important de se découvrir en amont. Sinon ça fonctionne beaucoup moins bien. Mais sinon avec ma famille, je suis quand même contente d'avoir eu cette éducation où tout était très libéré, parce que ça m'a permis de grandir avec une grande ouverture d'esprit,
une grande liberté d'expression et ouais, mais avec du recul, je pense quand même que j'aurais bien aimé et que ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour moi de pouvoir en parler, d'avoir vraiment quelqu'un sur qui me reposer. On va faire une première petite pause basée sur le jeu à boire Je n'ai jamais. Je vais balancer des affirmations comme ça et selon ce que ça te rappelle, peut-être des anecdotes, peut-être des idées, peut-être des envies, je te laisse rebondir dessus autant que tu veux. Ça marche. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Jamais. Une envie? J'en ai pas mal parlé avec l'un de mes derniers partenaires sexuels. On est tous les deux très ouverts sur le sujet. Je pense que c'est juste une question de contexte, d'envie. Et ça viendra, je suis absolument pas fermée à l'idée. C'est juste pas encore arrivé. De matériel, de préparation. Il faut un peu de temps pour la sodomie. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors ça peut être capote, dildo, pommeau de douche, tout ce que tu veux. Alors j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, qui est assez drôle, mais j'ai acheté mon premier sextoy il y a à peu près 1 an. Et c'est assez drôle comme ça. En gros, il y a une soirée, donc c'est vraiment un petit truc, c'est un gadget qui est un peu kitsch. Et, un sextoy clitoridien? Ouais, c'est un vibrateur, mais externe, du coup, à utilisation externe. Et il y a une soirée où je voulais vraiment l'utiliser, et il a arrêté de fonctionner d'un coup. Donc, frustration de l'extrême. J'ai passé genre 1 heure à essayer de le faire marcher. Et dernier recours, j'ai fini par le taper contre mon mur. Je l'ai lâché sur mon mur, je l'ai vraiment explosé sur mon mur. Et là, j'entends bzzz. J'étais tellement contente, mais du coup, c'était vraiment drôle parce que je l'ai payé genre 10 €. Mais sinon, par ça, non, j'ai jamais eu la fameuse capote qui craque ou je touche du bois. Bon, on sait que le vibrateur qui s'arrête de marcher, c'est quand même un peu relou. Donc voilà, on respecte ça. On voit tout à fait quel est le niveau de frustration. J'ai jamais pensé à les jeter contre les murs. Je penserai à l'occasion. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ou à mes cours. J'ai jamais pensé à ma liste de courses, mais j'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre en faisant l'amour par faute d'excitation, mais également parce qu'il y a eu des moments où je prenais pas mon pied et naturellement, je pensais à d'autres choses ou d'autres personnes. Des personnes connues, des personnes que de ton entourage? Plus des personnes de mon entourage, ouais. Ah, il y a 2 teams, assez clairement. Il y a les gens qui pensent à Brad Pitt et les gens qui pensent à leur voisin ou à leur ex. Ou... Non, l'ex, quand même pas. Mais... On note pour le voisin, du coup. Big up. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non, jamais. Toute seule, non, jamais. T'es toujours restée dans ta chambre circonscrite La chambre, oui. L'appartement, oui. Mais ça restait toujours des endroits privés. J'ai jamais fait ça dans un lieu public ou quoi. Mais c'était pas forcément dans ma chambre. Mais j'ai jamais fait ça dans un cinéma ou à des moments pas prévus pour. Pendant une soirée, alors que les gens sont dans un endroit privé, mais où potentiellement t'es censé faire autre chose. Ou, J'ai déjà eu l'envie de le faire, mais je l'ai jamais fait. Ou 1 heure avant le gigot familial du dimanche ou ce genre de choses, non? Oui, ça c'est déjà arrivé pour toi. Le moment, oui, mais l'endroit, non, ça reste assez classique. Et pour finir, j'ai déjà éjaculé. Non, pas encore, mais c'est vraiment un truc que j'ai envie d'expérimenter. En fait, ça me rend folle de me dire qu'on a la capacité, en tant que femme, d'éjaculer. Autant que les hommes, c'est juste un mécanisme qu'on déclenche jamais, qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Mais j'ai vraiment envie de réussir à éjaculer. C'est tout un processus, mais ça viendra peut-être à un moment donné. Oui, petit big up les glandes de Skene. Faites des recherches, intéressez-vous à votre corps. Mais en plus, c'est un truc qui est assez inconnu, même des médecins, même de certains spécialistes et tout. Quand on en parle, quand on dit ça, quand on dit déjà que les femmes peuvent, bandent, c'est quelque chose qui est déjà pas très très admis. Mais quand on dit que les femmes peuvent éjaculer et que c'est pas juste un délire de film porno ou une légende urbaine, c'est vrai que c'est assez difficile. Et voilà, entraînement, ouais, mais le bon matériel. C'est pas si simple que ça. Hein. Ah, mais je sais. Je pense que c'est vraiment... On a tellement pas... On déclenche absolument pas ce mécanisme. On pense pas du tout à ce genre de choses. Donc, c'est juste un bon entraînement à faire le dimanche soir. Mais il y a des sextoys qui marchent très bien sur le sujet. Ouais. Souvent, il faut s'aider d'un sextoy quand même. Des choses un peu plus agressives que les stimulateurs clitoridiens classiques. Tout ce qui est, en l'occurrence, Womanizer. Je sais qu'avec l'un de mes derniers partenaires sexuels, donc c'est lui qui me l'a montré au final, sans sextoy,
En fait, il a juste il a fait pression avec ses doigts sur le bas de mon ventre. Et là, ça marchait hyper bien. J'étais quasiment, genre, vraiment à ça de l'avoir. Mais ça a pas marché. Mais ça, c'est un vrai truc. Hein. C'est vrai que c'est technique. C'est physiologique de base. C'est frustrant. Mais il y a des femmes que je connais, quand elles l'ont débloqué, après, elles arrivent plus à le maîtriser. C'est un truc qui est devenu habituel dans leur vie sexuelle et du coup assez chiant à gérer. Ouais. C'est-à-dire c'est que voilà. Mais j'ai entendu enfin c'était pas grave en fait, c'est cool. Puis au final elle kiffe. Mais ça reste un truc quand tu le débloques, tu passes un niveau quoi. On va passer à la deuxième partie et parler en fait de ce moment où il a fallu réussir à trouver l'équilibre entre cette vie sexuelle que tu avais toute seule qui marchait très bien et cette vie sexuelle à deux qui donc marchait pas si bien. Comment on arrive à trouver cet équilibre au final ? Comment tu l'as trouvé toi ? Je pense que c'est déjà avec des partenaires différents, donc des expériences différentes. Et c'est aussi tout se joue beaucoup dans ma relation de moi à moi, le rapport avec mon corps, avec ce que je regarde, avec ce que j'écoute, ce que j'ai envie de découvrir de nouveau et ma vision que j'ai maintenant des relations sexuelles et des relations en général. Je pense que j'ai eu une sorte de déblocage, mais qui s'est quand même fait avec le temps. J'ai réussi à finir par plus m'accepter personnellement et à me rendre compte que je voulais que mes rapports sexuels de moi à moi et avec quelqu'un d'autre soient sur la même longueur d'onde, que je puisse autant prendre mon pied, parce que ça me frustrait énormément de ne pas réussir à prendre mon pied avec d'autres personnes, alors que moi j'y arrivais très bien personnellement. Quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'Instagram. Ouais. Et tu m'as dit que ça pouvait avoir des conséquences vraiment négatives sur le rapport au corps et la confiance en soi. C'est quelque chose qui t'a fait du mal, toi ? Oui, énormément. Je parle d'Instagram, mais ça englobe énormément de choses. De mes 14 à mes 17 ans, j'ai développé une grosse haine de moi-même, de mon corps, de ma personnalité. Et j'avais vraiment beaucoup de mal de dealer avec tout ça. Et les réseaux sociaux ont vraiment participé à toute cette image hyper négative que j'ai développée. Tout ce qu'on voit sur Internet, toutes ces filles qui sont hyper bien foutues, qui ont une vie entre énormes guillemets absolument parfaite, ça peut vraiment avoir un impact hyper nocif. Et en fait, faut juste se rendre compte que c'est pas la vraie vie, que avec du recul maintenant, je plains vraiment et j'ai de l'empathie pour ces filles, parce que elles doivent vraiment être dans une haine constante de leur corps, toujours être au top de la perfection, de l'image qu'elles renvoient, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut juste être bien avec notre corps, pas trop y penser non plus, pas trop intellectualiser tout ce qui va avec. Et ça m'a pris du temps avant de me rendre compte de tout ça. Il y a eu un jour où j'ai juste fait un énorme craquage, où j'ai fait un énorme tri dans mes réseaux sociaux, où je me suis dit que je ne voulais plus ça, que même que ce soit des Instagrammeurs, Instagrammeuses ou des personnes que je connaissais mais qui au final étaient pas mes amis, ou des personnes qui étaient pas bénéfiques pour moi, j'ai tout supprimé et je me suis dit stop, on arrête. On va s'entourer de discours qui sont positifs, de discours qui sont body positive, de discours qui sont ouverts d'esprit. Et ça a fait une énorme différence. C'est pas du tout ce discours-là qu'on a de manière générale sur Instagram. C'est vraiment pas de l'introspection. C'est vraiment l'inverse. Et c'est vraiment une culture de haine de soi que je méprise complètement maintenant. Mais j'ai fini par m'entourer de personnes qui étaient beaucoup plus saines, beaucoup plus ouvertes d'esprit. Tout ça a fait que j'ai réussi à avoir plus confiance en moi et à vraiment vouloir mettre sur le même piédestal ma sexualité avec moi-même et ma sexualité avec les autres personnes. Donc ça a été un long cheminement, mais j'ai fini par réussir à tout accorder, à tout mettre sur la même longueur d'onde, et ça fait vraiment du bien de juste plus être dans cette haine de soi, dans cette énorme intellectualisation de moi-même, de ma sexualité, de ce que je pouvais avoir l'air quand je couchais avec quelqu'un, ou même dans la vraie vie en général. C'est un gros cheminement, mais ça fait vraiment du bien et je suis contente maintenant. Comment concrètement tu as exprimé
ton rejet de ces normes et de ces injonctions, donc en l'occurrence celle de se maquiller, s'épiler, être mince, être bronzée. Comment tu l'as exprimé toi ? Quelle est ta position là-dessus ? T'as décidé de refuser tout en bloc ou au contraire tu fais au cas par cas ou selon comment tu te sens aussi tout simplement ? Ouais, c'est beaucoup comment je me sens. C'est encore une fois pareil, ça a pris du temps. J'ai essayé de supprimer ces injonctions de ma vie petit à petit. Ça a commencé par le maquillage, donc là je suis maquillée, mais c'est plus du tout quelque chose qui est obligatoire pour moi maintenant. Donc pareil, pendant toute la période où j'étais vraiment mal par rapport à moi-même et à mon image, c'était impossible pour moi de sortir démaquillée, et à cette époque je me lissais les cheveux, donc impossible pour moi de sortir avec mes cheveux naturels. C'est très triste, mais c'était mon quotidien. J'ai appris avec le temps, et donc avec tout ce qui va avec, de me maquiller quand j'en ressentais le besoin, et c'est plus du tout une obligation pour moi maintenant. C'est même pas un besoin, c'est plus un kiff que je me fais, parce que j'ai réussi à découvrir le maquillage mais d'un aspect plus artistique. Donc faire des maquillages avec des couleurs cool qui sortent un peu juste de... Je mets de l'anti-cerne, du mascara, de la poudre, parce qu'il faut que je corrige mes cernes, ma peau qui est grasse, et que joue mon regard. Donc là, dans ce sens-là, c'est vraiment essayer de s'embellir avec des guillemets. Je le tourne vraiment plus dans ce truc de il faut que je sois bien. Pour que je m'autorise moi-même à mettre du maquillage, il faut que je sois bien sans maquillage. Ça reste un travail qui est dur à faire au quotidien, et c'est pas tout le temps simple, mais j'y arrive beaucoup plus facilement maintenant. Donc ça, c'est cool. Bronzer, ça va, pareil, j'ai enlevé tout ça. L'épilation, ça fait un peu moins d'1 an. J'ai écouté énormément de podcasts, énormément de vidéos. Je me suis beaucoup inspirée du peu de filles que je connaissais qui ont arrêté de s'épiler, parce que je me suis juste rendu compte de l'ampleur du truc, de à quel point ça allait loin, et j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça, notamment Beauté fatale de Mona Chollet, qui m'a retourné le cerveau, qui parle pareil du maquillage, de l'épilation, de toutes les injonctions qu'on impose aux femmes. Et j'ai juste voulu arrêter de me conformer à tout ce qu'on m'imposait. Et en fait, je me suis juste rendu compte que moi, toute seule, ça me dérange pas. Et toutes les filles sur Terre, ça les dérangerait pas si elles étaient seules sur une île déserte d'avoir des poils. Même si c'est compliqué de s'en rendre compte, c'est vraiment dur. Et j'ai eu énormément de discussions, parfois très houleuses avec des personnes, parce que c'est vraiment compliqué de s'en rendre compte. Mais une fois qu'on s'en rend compte, c'est tellement plus libérateur, parce que j'ai plus ce truc de honte envers mon corps, de si on voit que j'ai des poils, oh mon Dieu, je suis pas épilée des jambes, faut pas que je mette un pantalon où on voit mes mollets parce que j'ai des poils. Si je couche avec un garçon ce soir et que je suis pas épilée, c'est la cata, comment je vais faire? En plus, ça coûte cher, ça fait mal, c'est complètement chiant. Donc non, j'arrête. C'est pas simple, parce que je me suis retrouvée dans certaines situations face à des garçons qui étaient pas forcément hyper compréhensifs, qui passaient des remarques en mode ok, ça va si t'as des poils, mais faut pas que t'en aies plus que moi. Donc clairement, quand j'entends ça, sors de ma chambre. Mais donc ouais, c'était pas simple. Mais après, c'est aussi un super bon filtre, un mec. Donc les mecs qui disent ce genre de remarques, next, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Si t'es suffisamment ferme d'esprit pour passer ce genre de commentaires, ça vaut vraiment pas la peine. Et après, je peux comprendre qu'il y ait certains garçons qui aiment pas forcément ça, parce que pareil, c'est ce qu'ils ont toujours vécu, c'est ce qu'on leur a toujours appris. C'est quelque chose à déconstruire aussi de leur côté. Complètement. Mais il y a une différence entre le penser et le dire. Et il y a aussi des manières de le dire. Et je pense qu'à partir du moment où le mec ou la meuf t'impose sa vision des choses, ça vaut vraiment pas la peine. Et ça va influencer sur plein d'autres choses de son ouverture d'esprit. Donc ouais, ça a pas forcément été tout le temps simple, parce qu'il y a eu des moments où j'ai honte de mes poils, mais ça se déconstruit petit à petit, et maintenant je suis vraiment à l'aise avec, et j'ai plus de problème avec ça. Et c'est mon corps, je fais ce que je veux avec, c'est compliqué de se rendre compte de ça, mais maintenant ça va beaucoup mieux, et ça fait aussi vraiment partie de ce truc de j'ai plus envie que mon physique impacte sur ma vie en général. J'ai pas envie que si je me sens pas bien dans mes vêtements,
dans mon maquillage, dans mon épilation, ça impacte sur la personne que je suis, sur comment je vis mes relations. J'ai pas envie que ça ruine ma journée parce que je me sens pas bien physiquement. J'ai vraiment envie que ce soit un bonus et que je sois bien sans. Donc c'est compliqué, mais après ça fait vraiment du bien et c'est beaucoup plus libérateur. Tu te sens bien aujourd'hui dans ton corps ? Maintenant ça va. C'est pas 100% rose. Il y a forcément des petites rechutes à certains moments, mais ça reste vraiment modéré. En fait, maintenant, j'arrive à me mettre ce filtre de non, stop, pense pas à ce genre de choses. Ça sert à rien. On est suffisamment bavé avec mon corps avant, et j'ai vraiment plus envie d'avoir de haine pour lui. Je prends juste le truc du grâce à lui, je marche, je parle, je chante, je danse, je fais l'amour, toutes ces choses-là, et c'est grâce à lui. J'ai pas envie d'avoir trop de haine envers mon corps, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc c'est pas tout le temps facile, mais maintenant oui, c'est beaucoup plus sain et t'es sur la bonne voie. Bien. Ouais. On va attaquer le deuxième petit quiz qui est à propos de ton univers érotique culturel. Ouais. On va parler des œuvres qui t'accompagnent. Quel est le livre qui t'excite ? Alors, je lis pas énormément de romans ou ce genre de choses. Je lis beaucoup d'essais. Donc c'est pas Mona Chollet qui va m'exciter. Mais ce serait une première de citer Mona Chollet dans ce quiz. Ouais, glauque. Mais non, en fait, c'est un roman graphique que j'ai adoré qui s'appelle Amitié étroite, et c'est de Bastien Vivès, je crois. Et j'ai adoré ce roman parce que donc c'est l'histoire de deux meilleurs amis qui ressentent plus que de l'amitié l'un pour l'autre. Tout tourne autour des non-dits, et le livre est super bien écrit, les dessins sont vraiment beaux, et j'adore ce truc de non-dits parce que on se rend compte de l'attraction qu'il y a entre eux avec leur manière de bouger, leur manière de se parler. Et les scènes, donc il y a 2 scènes de relations sexuelles dedans qui sont vraiment magnifiques. C'est très franc. Il y a des dessins en gros plan. C'est très brut, mais elles sont vraiment belles. Ils sont très vulnérables, les personnages dans le roman. Donc cela, je l'ai beaucoup aimé. Et après, il y a aussi Amour solitaire que j'ai lu de Morgane Hortin, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est trop cool. C'est basé sur des textos que des vraies personnes se sont envoyés, et cette histoire d'amour est trop trop belle. Et c'est cool d'avoir une histoire d'amour un peu génération 2020. Ça change. Le film qui te fait vibrer ? Il y a 2 catégories pour moi. Il y a ce qui m'a fait fantasmer pendant mon adolescence, donc basé sur des Twilight, Robert Pattinson. On ne juge pas, ça marche très très bien. Des Divergentes avec Theo James. Cette catégorie-là qui était plus de l'ordre du fantasme. Et après, récemment, encore une fois, c'est basé sur 2 catégories. Il y a une série qui s'appelle Easy, que j'ai adorée, sur Netflix, qui retrace un peu les relations sexuelles et amoureuses de nos jours, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très très réel. Ça parle hyper bien des problèmes qu'on a aujourd'hui dans les relations amoureuses, et les scènes de sexe sont trop cool dedans. Et après, dans les films, en fait, de manière générale, les films où j'ai trouvé les scènes d'amour les plus belles, c'était des films avec des relations homosexuelles. Donc il y a eu le fameux Call Me By Your Name, il y a eu Carole, qui est entre 2 femmes, qui est magnifique. Et il y a eu 120 battements par minute, que j'ai adoré. Et en fait, je pense que c'est juste que les scènes sont beaucoup plus basées sur les émotions, sont beaucoup plus réelles, je trouve. Il y a une forme de subtilité et de douceur. Carole est un film magnifique. 120 battements par minute est un film extrêmement important. Et ça me touche trop que tu te parles de Easy, parce que j'adore cette série. J'en parle souvent dans mon travail. Regardez Easy et regardez tous ces films, c'est trop bien. La musique qui met le mieux dans l'ambiance, pour toi? Alors, la musique, anecdote qui a eu un énorme impact sur ma vie sexuelle avec la musique, c'est que la première fois que j'ai fait des préliminaires avec mon premier copain, donc j'étais déjà assez stressée, et j'ai eu la mauvaise idée de mettre une de mes playlists, et il y a eu My Way de Frank Sinatra qui a popé. Et c'est le moment où il a commencé à me doigter en plus.
Et en fait, j'étais tellement mal à l'aise et j'étais tellement pas bien que j'ai même pas osé passer la musique. Et donc pendant tout le long, j'étais juste en train de penser à la musique et j'étais là en mode oh non, c'est pas possible. Mais avec du recul, ça me rend trop mal parce que j'aurais juste dû changer la musique, ça me rendait pas à l'aise et tout. Mais j'étais tellement pas bien que j'ai pas osé le faire. Donc ça t'a gâché Sinatra à vie. Ah oui, alors que j'adore cette musique. Ça lui aurait fait plaisir, je pense. C'est une forme d'hommage posthume, dans un sens. Sinon, en fait, je pense que ça dépend vraiment du moment parce que ça peut être super cool. Et je pense que c'est pas que dans la baise, c'est dans toute forme de relation. Genre, avoir de la musique, ça rend le truc plus profond, ça peut amener plein d'émotions différentes et c'est trop cool. Donc, je pense que en faisant l'amour, ça peut être vraiment sympa. Mais après, il y a quand même ce truc de t'es pas à l'abri d'avoir une musique des Backstreet Boys qui débarque et ça te gâche un peu ton excitation du moment, tu vois. Donc je pense que t'as pas une playlist spéciale pour le sexe du coup? Tu n'as pas mis les Backstreet Boys ni Sinatra. Il y a eu un moment où j'écoutais beaucoup Cigarette After Sex. J'aime beaucoup ce groupe et ça, je trouve que c'est vraiment de la musique pour le sexe. Mais sinon, non, pas tellement. Je pense que c'est cool quand ça vient assez naturellement et que c'est dans le contexte. Par exemple, s'il y a déjà de la musique mais ce truc un peu formel de, ok, je mets de la musique, je mets une playlist particulière et il faut surtout pas qu'il y ait une musique un peu incongrue qui débarque. Je trouve ça un peu trop de complications. Le parfum qui réveille tes sens. J'ai pas un parfum, mais je suis très attachée aux odeurs. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de pas forcément trouver un garçon hyper attirant, mais rien qu'à son odeur, j'étais immédiatement excitée ou il m'attirait immédiatement. Du même ordre, je me rappelle des odeurs tous les garçons avec qui j'ai couché. Et je pense j'ai vraiment pas ce truc, par exemple, avec la transpiration de dégoût, où c'est hyper important, c'est vraiment, ça fait partie du truc, et les phéromones. Mais tu aimes les odeurs de corps. Ouais. Les odeurs naturelles, j'aime pas trop les odeurs de parfum et tout. Je trouve que l'odeur naturelle de quelqu'un est beaucoup plus cool. Est-ce que tu te rappelles de ta dernière fois? Oui, c'était il y a un peu moins de 2 semaines, donc c'est assez récent. C'était avec un garçon qui habite à Montréal également, que je vois depuis environ 2 mois, mais ça s'arrête juste à on se voit régulièrement et on couche ensemble. Donc ça, c'est très cool. Et ça a un peu été une révolution pour moi parce que après de nombreuses relations sexuelles avec d'autres personnes qui répondaient pas forcément à mes attentes, ça a débloqué quelque chose de vraiment dingue. En fait, on se complète énormément sur le sexe et il est très ouvert d'esprit, il est très à l'écoute, donc on communique beaucoup, on parle beaucoup et ça rend le sexe entre nous vraiment, vraiment cool. Donc je suis enfin contente. ça a finalement porté ses fruits, mais ça fait pas si longtemps que ça, donc j'ai quand même eu 3 ans, 4 ans avant de sexe qui s'arrêtait à ouais, ça va, c'était cool, mais rien de très extravagant. Il y a eu à peu près combien d'histoires pendant ces 3-4 ans? 8, 7. Dans ces eaux-là. En fait, je pense que c'est juste que à partir du moment où on est vraiment à l'écoute de l'autre, où on est ouvert d'esprit, où on communique et où on se sent bien avec la personne, ça débloque énormément de choses. C'est enfin une personne avec qui j'ai envie de tester des choses. Et donc ça, c'est très cool parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, on communique sur ça, on se dit mutuellement qu'on a envie de tester plein de choses ensemble. Je pense que aussi lui, il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup, beaucoup plus. Donc ça joue. Ça joue pas mal parce que il prend les devants sur certains trucs, mais ça reste qu'on a tous les deux envie de tester des trucs et ça fait vraiment du bien. Donc t'as pris du plaisir cette fois-là? Oui, clairement. Ça change. Beaucoup d'enthousiasme, vraiment du plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti cette fois-là, ou ces dernières fois avec lui, du coup, quand tu t'es retrouvée nue? Est-ce que tu te sens enfin bien avec ton corps, avec quelqu'un d'autre? Oui, enfin. Oui, là, c'était... Après, je pense que ça dépend encore une fois de la personne avec qui on est. Mais il m'a mise à l'aise, je l'ai mise à l'aise également, parce que les garçons aussi peuvent être insécures avec leur corps. Bien sûr. Mais
Mais oui, je me suis vraiment sentie à l'aise et le fait qu'il m'exprime qu'il avait du désir pour moi, ça joue beaucoup aussi. Et ouais, je me suis vraiment sentie bien et je me suis autorisée à être moi-même, à pas me mettre de barrières. Et ça joue beaucoup sur le plaisir qu'on prend parce que j'intellectualisais rien, parce que je me posais pas de questions. Et ça a débloqué énormément de trucs. Il y a une fois où j'ai eu des larmes de plaisir. Et en fait, c'est fou parce que ça m'est arrivé les premières fois que j'ai couché avec mon premier copain. Parce que c'était un truc très nouveau, une nouvelle sensation. Et parce que tu relâchais peut-être la pression aussi. Ouais. Et là on parlait pas, c'était fou. Pendant 15 minutes, on parlait pas, on n'avait pas besoin de parler. C'était fou. En fait, c'était juste un gros déclic du je me sens super bien, tu me mets hyper à l'aise, je te mets à l'aise aussi, on est en train de vivre un moment hyper intense, hyper cool. Et pareil, c'est ça, je lâche tout ce que je ressens et c'était assez fou. Donc il y aura des prochaines fois. Je l'espère. C'est chouette. Tu as décidé de centrer tes études sur la sexologie, en fait, en commençant un cursus en septembre à Montréal de sexologie, féminisme et études de genre. Quand est-ce que tu as pris cette décision ? Je pense que le sexe, c'est vraiment un immense océan. On a énormément de choses à découvrir et à tester. J'ai logiquement envie de tester avec plusieurs personnes, mais également avec des femmes. C'est un truc que j'ai pas encore testé, et c'est un truc que je questionne depuis un long moment. Je sais que j'ai déjà été attirée par des femmes. Je sais aussi que logiquement, je suis attirée par des hommes parce qu'on m'a beaucoup influencée en ça. Donc ça viendra quand il faudra. Mais je suis vraiment ouverte à l'idée. Je pense que juste en fonction de la personne avec qui je suis, en fonction de ses désirs à lui, réussir à m'ouvrir et à être bien. Les fantasmes que j'ai, pour l'instant, les trucs que j'avais vraiment envie de tester, je les ai testés. Là, c'est plus réussir à aller sur des terrains un peu inconnus que je n'osais pas expérimenter avant par peur. Réussir maintenant à me lancer sans me poser 36 000 questions et être à l'aise à l'idée de les faire. C'est quoi tes limites là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu sais que tu ne veux plus les faire ou que tu ne veux pas les faire ? C'est-à-dire de fantasmes. Ouais. Ou recoucher avec quelqu'un qui te fait une réflexion sur ton épilation, par exemple, ça peut être une limite dure. Ah, mais ça, c'est une grosse limite. c'est plus possible. En fait, je pense que maintenant, je me laisse juste porter par les personnes, par le feeling que j'ai avec elles, par l'ouverture d'esprit qu'elles ont. Mais je pense que même si quelqu'un me proposait un truc qui m'exciterait pas tant que ça, si c'est vraiment ce dont la personne a envie et que c'est vraiment fait avec de la communication, je pense que je me laisserais porter parce que le sexe, c'est à deux ou plusieurs. Mais c'est pas que mes désirs qui sont importants, il faut vraiment prendre en compte les désirs de tout le monde. Donc je pense que j'ai pas tellement de limites du moment que ça reste dans la communication et dans le respect de l'autre. Je ferai pas des trucs qui me mettraient en danger, ou je ferai pas des trucs avec lesquels je suis vraiment pas à l'aise, mais je suis ouverte à l'idée de tester des trucs que les autres personnes ont vraiment envie de faire. T'as eu un parcours à la fois très long et très court, et c'est hyper beau de voir avec quelle maturité aujourd'hui tu regardes ce parcours. Je me demande souvent aujourd'hui ce qu'elle penserait de moi, la gamine que j'étais, de 13 ans, qui regardait du porno pour la première fois. Ouais. Peut-être qu'elle trouverait mon chemin super long, peut-être qu'effectivement j'ai mis du temps à me déconstruire et que ça a été dur. Je pense que tu peux être fière de toi. Et je pense que la gamine qui était un peu précoce sexuellement peut-être, ça a mené à quelque chose de super bien et c'est beau, je trouve. Donc bravo. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr et votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi y retrouver mes autres podcasts, C'est compliqué et Lieu du sexe. Si vous désirez témoigner dans première et dernière fois,
vous pouvez envoyer un mail à l'adresse première-dernière-fois@slate.fr. Merci à Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.